Le féminisme s'est fait manger par la théorie du genre. On se retrouve face à des femmes qui viennent nous expliquer qu'être une femme est un ressenti. Nous sommes les vraies féministes et les autres, elles se sont fait bouffer par le queerisme. On donne aux enfants dans notre pays, dans nos hôpitaux français, les bloqueurs de puberté. Aujourd'hui, on donne ça à des enfants sur une durée de 6 ans. C'est très grave parce que ça détruit le squelette, ça empêche le cerveau de se développer et ça fait des enfants qui ressembleront à des eunuques à l'âge adulte. Dora Muto, Marguerite Stern, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence à Boulevard Voltaire. Dora Muto, vous êtes journaliste et auteure, créatrice de communauté, et Marguerite Stern, vous êtes ex-Femen et réalisatrice de podcasts. Vous avez publié un livre qui est sorti le 11 avril et qui apparemment dérange. Ça dérange tellement que non seulement vous êtes harcelée sur les réseaux sociaux, mais en plus vous avez été interdite de publicité par la mairie de Paris qui vous a interdit de l'affichage publicitaire. Il y a eu la mairie de Lyon aussi, je crois. Oui. Et puis on parle même sur France Télé, on parle de vous, pas toujours en mots très gentils. Alors ma première question que je voudrais vous poser, c'est la transmania, c'est quoi exactement? De quoi on parle? La transmania, c'est un terme qu'on a trouvé pour décrire cette espèce de frénésie trans qui s'est emparée d'absolument toutes les sphères de la société. Dans les écoles, vous avez des clusters de jeunes femmes qui se déclarent trans, 5, 6, sur des classes de 20. Vous avez tout d'un coup des médias qui se mettent à nous parler de personnes menstruées, personnes à trous du devant, pour désigner les femmes. La transmania, c'est aussi ce qui se passe en entreprise, où vous avez certaines directions qui demandent à leurs employés d'écrire leurs pronoms sur leur badge ou bien en email. Donc les pronoms, c'est il, elle, il, tout ça, la façon dont on se présente au monde. La transmania s'est emparée d'absolument toutes les sphères d'absolument toutes les sphères de la société. Et puis il y a un espèce de on sent que c'est un sujet autour duquel vraiment il y a une frénésie. C'est un sujet pas comme les autres, c'est un sujet qui, peut-être parce qu'il touche à l'identité, qui déclenche des passions. Et donc on le voit à travers ce qui se passe là pour la promo de notre livre. Vous avez cité quelques exemples de censure, mais en fait il y en a plein d'autres. La transmania autour de notre livre, elle est dingue. C'est des gens qui vont en librairie cacher les exemplaires de notre livre. C'est certains libraires ou bien dans les grandes enseignes, des employés qui cachent notre livre en réserve. Ce sont des militants transgenristes qui se rendent dans les grandes enseignes pour gribouiller les pages de notre livre. Bon, voilà. Rien que ça. Oui, et puis ça va loin, c'est-à-dire qu'il y a certaines plateformes où on peut laisser des commentaires. Vous savez, c'est des plateformes de partage de lecture qui ont fait en sorte que les mauvais commentaires, tout va bien, ils sont publiés. Et puis les bons commentaires, il y a marqué « Attention, ce commentaire pourrait se révéler faux » ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a plein de petites choses, des bugs étranges sur les plateformes. Il y a tout un tas de petites choses qui sont toujours très louches. Et puis pareil pour les réseaux sociaux. On est régulièrement, Marguerite et moi, censurés. Marguerite avait publié un certain nombre de tweets qui, à l'époque, avaient été qualifiés par Twitter d'appel à la haine, mais des tweets vraiment... vas-y, si tu veux. Oui, où je disais, par exemple, une femme est une femelle homo sapiens, censurée par Twitter, bannie de la plateforme pendant 1 mois. On a tout le temps des bugs comme ça. Moi, j'ai un souci, par exemple, avec mon compte Instagram. Là, avec effectivement la frénésie autour du livre, le succès du livre,
normalement, je devrais gagner en followers sur Instagram. Et quand je ferme mon compte, je vois, par exemple, qu'il y a 5000 personnes qui cherchent à rejoindre mon compte. Quand je dis allez hop, j'accepte tout le monde, ce qui se passe c'est que je vais gagner 5000 followers et quelques heures après je suis redescendue à moins de 80 000 followers. La plateforme semble, alors on va me dire que je suis parano, complotiste, etc. Mais la plateforme semble avoir mis un stop au fait que trop de gens puissent me suivre. Et quand je dis ça... c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a Bari Weiss, qui est donc une grande journaliste américaine, qui a lancé The Free Press, qui avait fait une enquête et qui avait démontré que Twitter, à l'époque, avant l'arrivée de Elon Musk, censurait un certain nombre de personnes critiques du genre, dont la femme derrière Libs of TikTok, qui est vraiment un compte Twitter qui s'est emparé du sujet trans et qui en fait une critique. Et ils avaient mis une sorte de ban sur le nombre de gens qu'elle pouvait toucher à travers Twitter. Donc on soupçonne la même chose avec Instagram sur certains de nos comptes. Très bien, mais pourquoi tant de haine? Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est quoi? Vous parlez de quoi dans votre livre? Par exemple, je lis, vous parlez de ces jeunes filles, vous dites, c'est juste un exemple qui est quand même très percutant, vous dites que rien qu'à la Pitié-Salpêtrière, il y aurait eu 30 jeunes filles qui, à partir de l'âge de 16 ans, se seraient fait opérer, retirer la poitrine, par exemple, pour changer de sexe. Oui. Est-ce que c'est ça ce qui dérange? C'est quoi le fond du problème? Alors, juste pour reprendre, quand vous dites, vous parlez de quoi dans ce livre, on parle en fait de qui transitionne, quand, comment, pourquoi, et quels sont les leviers de pouvoir derrière. Et pourquoi est-ce que c'est une idéologie, et quels sont les lobbies qui sont à l'œuvre. Et donc, peut-être que ce qui dérange, c'est ça. C'est le fait qu'on se rende compte qu'en France, ce qu'on fait dans nos hôpitaux à des enfants, c'est grave. Et peut-être que c'est une vérité que certains ne veulent pas entendre, j'en sais rien. Mais moi, je suis toujours assez choquée par les gens qui disent qu'on est transphobe ou que notre livre comporte trop d'humour et que, soi-disant, on se moquerait, tout ça. Moi, je suis choquée que ce qui les choque, ces gens-là, ce soit nos traits d'humour et pas le fait que, comme vous le dites, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, entre 2012 et 2022, on a coupé les seins de 30 jeunes femmes de plus de 16 ans. C'est le fait qu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, on met des enfants sous bloqueur de puberté, comme dans plein d'autres unités hospitalières en France. Et puis, ce dont ils n'aiment pas entendre parler, c'est en effet les lobbies. Dora a mené une grande enquête pour le livre sur ce sujet. Oui, et puis c'est aussi le fait que la transidentité, le transgenrisme est toujours présenté comme si ça venait d'une toute petite minorité qui essaierait d'avoir plus de droits. C'est toujours présenté de façon assez misérabiliste. Lorsque là, ce qu'on montre dans le livre, on montre que c'est un projet de société, c'est un projet politique, c'est un projet aussi capitaliste qui est... l'idée dirigée par des gens extrêmement riches, certains les plus riches des États-Unis carrément, et aussi par un certain nombre de labos pharmaceutiques qui y trouvent tout à fait leur compte. Donc là, on dénonce quelque chose qui va complètement à contre-courant de l'image qui est donnée sur ce sujet-là. Et malheureusement, certains journalistes, au lieu de faire leur travail et de lire ce livre et de comprendre ce qu'on raconte, vont juste continuer à coller l'étiquette transphobe à foison, quoi. Mais oui, effectivement, vous dites, dans votre ouvrage, vous dites le marché de la réassignation sexuelle, c'est 279 millions d'euros aux États-Unis, avec en perspective une croissance de 600 à 619 millions pour l'année 2028. Oui. C'est effectivement ce que vous dites. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, mais qui ça intéresse de pousser ce marché? Qui en récolte les fruits? Eh bien, il y a un certain nombre de labos qui en récoltent les fruits. Il y a un certain nombre de labos qui font qui produisent des hormones croisées, comme Endo Pharmaceutical, qui est d'ailleurs très connu dans la crise des opioïdes pour leur marketing trompeur, pour avoir tué plus de 500 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont en procès. Ils doivent 450 millions, il me semble, aux familles. Donc voilà, il y a ces labos-là qui sont donc connus pour ne pas être les plus éthiques de la planète. Il y a aussi les labos comme Abvie,
produits qui font qui vendent des bloqueurs de puberté, donc ça les arrange d'élargir leur marché. Il y a aussi le laboratoire Gilead qui produit le Truvada, qui est un médicament contre le sida. Et on sait que les populations trans sont extrêmement touchées. Donc en fait, ces labos-là ont tendance à injecter de l'argent dans certaines associations transgenristes parce qu'elles n'ont pas le droit de faire la promotion de toute façon en direct des médicaments. Donc leur façon de faire, c'est de financer des associations qui vont faire la promotion de l'idéologie transgenre, qui vont aussi se déplacer pour aller voir des députés, etc. et les convaincre que il faut faire transitionner les enfants, que c'est une maltraitance de ne pas faire transitionner les enfants trans. Et donc, par conséquent, effectivement, ça leur revient. C'est vrai que votre enquête est passionnante quand vous décrivez ce lobby qui s'infiltre partout. Donc vous parlez du monde de l'entreprise, du monde pharmaceutique, le monde médical, etc. Et arrêtons-nous simplement sur le monde de l'entreprise avec cet exemple de la bière aux États-Unis, la bière Budweiser, qui fait, donc vous racontez, elle a fait la publicité avec un homme trans pour vendre sa bière. Ouais. Un homme trans féminin, une femme trans dans le... Pardonnez-moi, j'ai du mal avec tous les codes, parce que c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire, vous en parlez dans votre ouvrage d'ailleurs, tout un vocabulaire, on a envie de dire un lexique un peu liquide, si je puis me permettre. Donc toujours est-il que la bière Budweiser utilise un homme trans pour faire la promotion, trans féminin, pour faire la promotion, et les Américains réagissent, ça ne leur plaît pas, et se mettent à ne plus acheter cette bière. Et vous dites, l'entreprise continue à utiliser cet homme et à faire la publicité parce que ça leur rapporte d'une autre manière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Alors en fait, effectivement, il y a eu Budweiser qui a mis cet influenceur homme trans féminin dans ses pubs. Et puis, effectivement, vous imaginez bien que les hommes qui boivent de Budweiser, c'est pas trop leur truc. Il y a eu aussi Target aux États-Unis, qui est un des plus grands supermarchés des États-Unis, plus de 1900 enseignes, qui s'est mis en fait à vendre toute une collection de vêtements à la fois pour enfants et adultes, en marquant être trans c'est super, en vendant des maillots de bain pour que ces messieurs puissent cacher leur zizi par derrière avec une petite poche pour que quand ils sont en maillot de bain, ils aient l'air entre guillemets de femmes. Enfin bref, eux aussi, Target a perdu des milliards en bourse. Enfin, ça s'écroule. Et donc on se dit effectivement pourquoi ? En fait, il y a une ONG qui s'appelle The Human Rights Campaign, qui fait partie du lobby trans, qui est très 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 puissante aux États-Unis. Il y a des millions qui sont injectés chaque année dans cette ONG. Et en fait, elle a créé un système un indice d'égalité des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système de notation qui a été créé. Et pour être bien noté dans cet indice, il faut être trans-inclusif. Ça veut dire qu'il faut que l'entreprise, par exemple, rembourse les transitions des employés. Il faut que l'entreprise aussi mette des personnes trans dans ses pubs. En fait, il faut que les employés mettent leurs pronoms, donc il, elle, yel, ce qu'ils veulent, sur leur compte LinkedIn et puis aussi dans leurs emails. Disons qu'il y a tout un tas d'étapes pour être bien notés. Et ces notes-là, elles sont très importantes en fait dans le monde de l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fonds d'investissement très importants comme BlackRock ou autres, et aussi certaines banques, parce que les banques ont créé une sorte de communauté qui s'appelle l'Inter-LGBT Bank Forum. Alors il va y avoir Goldman Sachs, Barclays, enfin bref, tout un tas de gens qui vont regarder ce système. Et en fait, si les entreprises ne sont pas bien notées dans ce système, eh bien, ces fonds d'investissement vont peut-être ne pas investir autant que ce qu'ils feraient sinon. Parce que, en fait, ces entreprises... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que The Human Rights Campaign est extrêmement, comme je disais, extrêmement influent. Et... dans les années 2017, il y a eu une polémique aux États-Unis où il y a un étudiant qui a voulu aller dans les toilettes des femmes, un étudiant, un homme transféminin, et ça a fait une énorme polémique aux États-Unis. Et The Human Rights Campaign a été voir les plus grosses entreprises des États-Unis, donc Airbnb, Apple, eBay, etc. Et
ils ont réussi à les convaincre que toutes ces boîtes-là signent un papier comme quoi, effectivement, les personnes trans pouvaient aller dans les toilettes de leur choix, opérées, pas opérées ou pas. Et ils ont fait un tellement bon travail que dans les années 2000, dans la liste Fortune 500 des plus grosses entreprises, il y avait seulement 3% de ces entreprises-là qui avaient fait rentrer l'identité de genre dans leur politique RH. Aujourd'hui, il s'agit de 83%. Donc le lobby a extrêmement bien travaillé et donc effectivement, il y a une forme d'énorme pression. Alors là, on parle des États-Unis. Oui. Est-ce qu'en France, c'est la même chose? Puisqu'on voit qu'une explosion du lobby trans en France également. Est-ce que les entreprises, elles aussi, ont intérêt à mettre en avant ce lobby? Est-ce qu'elles sont notées? Est-ce que c'est le même système? Alors non, en France, c'est pas ce même système, mais la France a tendance à être un peu suiveuse sur les bords. Et puis il y a quand même un certain nombre d'entreprises américaines qui sont aussi en France. Par contre, en France, le financement vient plus du public. C'est-à-dire que, par exemple, on a certaines assos transgenristes en France qui vont être partiellement financés par la mairie de Paris, le conseil régional d'Île-de-France, la DILCRA, donc délégation interministérielle. Eux, ils vont injecter de l'argent, mais pas à la même hauteur. C'est incomparable avec les États-Unis. Ça va être à hauteur de 200 000 euros, tandis qu'aux États-Unis, on est littéralement sur des millions. Mais en France, il y a aussi la sécurité sociale qui rentre en jeu et qui rembourse presque intégralement les transitions. Nous, on a calculé qu'un homme qui transitionne pour devenir une femme, ça coûte au bas mot à peu près 100 000 euros. Et pour une femme qui transitionnerait pour devenir un homme, pour faire transition complète, à peu près 40 000 euros. Et le paradoxe là-dedans, c'est que la transidentité a été dépsychiatrisée à partir des années 2010 par Roselyne Bachelot, mais que c'est quand même remboursé intégralement parce que c'est considéré, ça rentre dans les affections de longue durée. Donc en fait, nous, on voit un petit problème à ça. C'est-à-dire qu'il faut être clair. Soit c'est une maladie et dans ce cas-là, oui, c'est remboursé comme n'importe quelle autre chirurgie parce qu'on est malade. Et encore, c'est discutable, bien sûr. Soit on n'est pas malade, c'est un lifestyle, c'est un choix de vie. Il y a plein de gens qui font de la chirurgie esthétique qui ne sont pas remboursés pour autant. Et on ne voit pas ce que vient faire le contribuable là-dedans. Vous avez parlé d'argent public, juste une petite remarque. Donc, argent public, est-ce que ça explique que la mairie de Paris... La mairie de Paris, et on en parle dans notre livre, la mairie de Paris finance certaines associations trans. Ça explique pour la raison pour laquelle elle vous a interdit de publicité? Peut-être. On cite par exemple M. Jean-Luc Romero, qui a certaines accointances avec certaines associations trans. Lui-même a tweeté pour demander la suppression de nos affiches. On pense qu'ils l'ont carrément pas lu. On pense qu'ils sont... ils l'ont admis eux-mêmes ne pas avoir lu le livre, donc ce n'est peut-être pas parce qu'ils savent qu'on parle d'eux, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a un tel parti pris déjà sur ce sujet-là que n'importe quel livre qui viendrait critiquer leur positionnement même indirectement, ils sont en défense immédiate. Alors, pour en revenir en fait à ces transitions de genre qui s'opèrent en France, restons pour l'instant, revenons à la France. Il y a beaucoup d'études qui s'accordent pour dire ça concerne une majorité de filles. Il y a 75% de filles qui sont concernées, de jeunes filles qui veulent changer de sexe. Et c'est assez nouveau comme tendance, parce qu'avant, c'était plutôt les garçons. Et maintenant, il y a de plus en plus de filles. Alors, vous osez une explication dans votre ouvrage et vous dites, je vous cite, nous pensons que le féminisme a peut-être sa part de responsabilité dans les faits que les femmes veulent devenir des hommes, comme les autres et vice-versa. Il a participé à glorifier le masculin en le désignant comme but à atteindre, donc pour les femmes, et réduit la féminité à quelque chose de peu enviable. Et vous parlez de la promotion de l'archétype de la girl boss qui ne leur a peut-être pas fait du bien. Pour vous, le féminisme, en fait, il a desservi les femmes, c'est ça? Vous êtes féministe, donc, et vous êtes condamné par les féministes. Donc, pour vous, personnellement, le féminisme, c'est fini? Vous passez à autre chose? Comment...
Alors, juste pour préciser, en effet, dans notre livre, donc on parle des jeunes femmes qui veulent transitionner pour devenir des garçons. Et donc là, vous citez un exemple, une des pistes d'explication qu'on donne. Ouais. Alors, il y en a aussi quand même bien d'autres. Enfin, c'est important de replacer les choses dans leur contexte. Les jeunes femmes transitionnent principalement parce qu'il y a un phénomène de contagion sociale auquel elles sont beaucoup plus sensibles que les garçons. Les garçons, on pense que c'est une dysphorie de genre qui est beaucoup moins induite par les pairs. Et les jeunes femmes, en fait, seraient beaucoup plus sensibles que les garçons, voilà, au phénomène de mode. Et elles répondraient davantage par des mécanismes de validation. Donc, c'est ce qui expliquerait en partie la flambée des dysphories de genre dans cette population-là. On parle aussi, en fait, du fait de, voilà, certaines jeunes femmes qui veulent fuir la féminité, en fait, qui veulent quitter ce navire. Parce que, et alors ça, il peut y avoir plusieurs explications à ça. Une des premières explications quand même qu'on donne, c'est donc certaines jeunes femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui considèrent la féminité comme quelque chose voilà, qu'elles associent à des agressions, à des violences en fait. Elles veulent quitter ce corps féminin parce que c'est à travers leur corps qu'elles ont été agressées. Et donc, peut-être aussi parce qu'il y a un manque de soins adaptés pour les femmes victimes de violences sexuelles. En fait, la solution qu'elles trouvent, voilà, c'est un rejet primaire de leur corps. Et donc, nous, ce qu'on a envie de leur dire à ces jeunes femmes à travers ce livre, c'est « on vous comprend, mais vous vous trompez ». En fait, ce qu'il faut changer, c'est la société, c'est condamner ceux qui vous ont agressé et vous réparez vous. Mais vous, vous êtes parfaite telle que vous êtes, vous n'avez rien à changer. Mais en effet, on parle aussi de la place du féminisme là-dedans, parce que c'est vrai que, en fait, nous, faut expliquer d'où on vient aussi. Voilà, oui. Nous, on était très féministes. Moi, j'ai créé le mouvement donc, des collages contre les féminicides. Je suis une ancienne fémène. Dora a créé ce compte sur la sexualité féminine Tajoui, qui était extrêmement influent, enfin, qui l'est toujours, je pense. Donc voilà, on était très ancrés dans le féminisme. Mais quelque part, c'est vrai que l'opposition qu'on a commencé à mener en fait contre l'idéologie transgenre, elle nous a amené à remettre en cause certaines choses à l'intérieur du féminisme et notamment en fait tous ces systèmes d'étiquettes et toute cette dictature qui se trouve parfois dans les milieux féministes, dictature de la pensée unique. Et donc en fait, comme nous, on a subi ce truc de, voilà, on nous met une étiquette sur le visage et on nous accuse d'être des TERF, transphobes, vilaines, tout ça. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres personnes à qui on avait fait ça et que c'était peut-être pas juste de le faire. Et on a commencé à peut-être un peu, avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande. Et c'est vrai, à remettre en question certaines choses à l'intérieur du féminisme. Et en effet, l'une des choses qu'on critique dans notre livre, c'est cette espèce d'archétype de la girl boss où on demande aujourd'hui aux femmes, pour être des vraies femmes accomplies, d'être dans une... de mimer quelque part des stéréotypes masculins et de rejeter quelque part ce que nous on appelle la femmelité, c'est-à-dire... les choses primaires du corps, en fait, tout simplement le corps dans lequel on est censé être ancré et la maternité. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent être mères. Enfin, on n'est nous-mêmes pas mères, mais on trouve que les féministes rejettent trop ça actuellement. Enfin voilà, les règles, enfin la femmelité en fait. Et donc oui, dans ce sens-là, on estime que le féminisme a peut-être trop poussé les femmes à vouloir devenir des hommes comme les autres. Et en fait, c'était peut-être pas bien ça. En fait, ça leur a peut-être pas rendu service. Alors moi, je pense que ça a rendu service à un moment. C'est-à-dire que, peut-être pas au bout du bout, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas revoir tout avec nos yeux que d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une époque où, des discours à la Beauvoir ont eu leur utilité. C'est-à-dire que, oui, elle s'est décrochée de la maternité, etc. Ce qui est aussi le cas de Badinter et plein d'autres féministes. Et je pense qu'il y a eu des moments où les femmes avaient besoin d'entendre ça, mais effectivement c'est une histoire de retrouver l'équilibre au bout d'un moment.
moment et je pense qu'effectivement aujourd'hui le féminisme n'est plus très équilibré parce que c'est un féminisme qui n'est même plus un véritable féminisme dans le sens où c'est du queerisme en réalité. Le féminisme s'est fait manger par la théorie du genre et donc on se retrouve face à des femmes qui viennent nous expliquer qu'être une femme est un ressenti et que c'est plus une réalité biologique. Donc pour nous c'est problématique dans le sens où le féminisme devrait être un mouvement de défense des droits des femmes. Mais si on ne peut pas définir ce qu'est une femme, alors effectivement, il n'y a plus de féminisme. Donc aujourd'hui, justement, on nous demande souvent, est-ce que vous êtes féministe ? Oui, nous, on croit qu'on est les vrais féministes, en fait. Voilà, nous sommes les vrais féministes. Et les autres, elles se sont fait bouffer par le queerisme. Voilà. Vous allez même très loin dans votre ouvrage, puisque vous dites que la transmania, ce serait un projet idéologique et politique, vous l'avez dit au début, qui a quelque chose à voir avec le transhumanisme. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Oui. Quel rapport avec le transhumanisme ? Alors, c'est même pas nous qui le disons, c'est une personne transgenre qui le dit et qui l'affirme. C'est-à-dire que c'est Martin Rothblatt, qui est un des grands penseurs du transgenrisme. C'est quelqu'un qui est peu connu du grand public, mais qui devrait l'être, parce que c'est un homme donc, qui est devenu, soi-disant une femme, qui est assez visionnaire, qui a écrit un livre dans les années 90 qui s'appelle « From Transgender to Transhuman ». Et donc, dans les années 90, il explique déjà toutes ces histoires de pronoms, de drapeaux avec 45 genres différents. Il explique que finalement, pour lui, homme-femme, c'est une forme d'apartheid. Il explique que, en fait, il pose toute cette théorie du genre, il la pose déjà dans les années 90 et il la pense. Et en fait, ça sort beaucoup de son esprit à lui, à tel point qu'il va écrire les premières lois sur l'identité de genre. Et ces lois-là sont en fait aujourd'hui reprises par l'Europe, en fait. Le Conseil de l'Europe reprend littéralement, en fait, à travers le temps, ces écrits-là. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement influent. Et donc, pour lui, il le dit dans son livre, il y a plusieurs étapes pour aller du transgenrisme au transhumanisme. D'abord, il faut déconnecter les gens de leur corps. Il faut leur faire comprendre que l'enveloppe physique n'est finalement qu'une enveloppe et surtout qu'elle est modulable. Donc, lui, il milite pour ce qu'il appelle en anglais « the freedom of form », donc la liberté de la forme. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est l'esprit humain. Tout le reste, finalement, on devrait, si on a envie de ressembler à un chat, on ressemble à un chat, à un homme, à une femme. Il parle du trans comme du persona creatus. Lui, c'est comme ça dont il en parle. Donc, c'est l'humain qui se crée lui-même. Et lui, dans son projet, finalement, l'étape supérieure, une fois que les gens ont compris que la biologie, elle est modulable, c'est de transférer ses esprits dans des ordinateurs. Et il vient de commencer à le faire avec sa femme. Il a créé un robot pour sa femme, Bina48. Il est en train de transférer la conscience de sa femme dans ce robot. Comme ça, quand elle mourra, il pourra continuer à converser avec sa femme. Il a un petit côté très romantique comme ça, Martine. Voilà, donc cet homme-là parle énormément de ça. Il faut le prendre très au sérieux parce qu'il est en train de rédiger des projets de loi pour ces humains qui vivront, ces consciences humaines qui vivront dans les ordinateurs. Et quand on voit à quel point ces projets de loi ont réussi à pénétrer toute la société aujourd'hui sur l'aspect trans, moi je pense qu'il faut être relativement inquiète. Et si on va vraiment dans le concret, aujourd'hui, il n'est pas inconcevable que d'ici quelques années, il soit possible pour les hommes d'avoir des greffes d'utérus ou qu'on ait accès du moins à des utérus artificiels qui sont fonctionnels. On l'a vu que ça pouvait marcher avec certains animaux. On arrive à greffer des utérus sur des femmes qui avaient effectivement des problèmes de santé. Et puis en plus de ça, il y a tout ce qui est le découpage génétique. Ça avance. Il y a eu quelqu'un qui, je ne me rappelle plus le nom de ce scientifique qui a gagné un prix Nobel il y a quelques années. Et il est envisageable parce qu'on a déjà fait ça. On a déjà fait des expériences scientifiques sur des souris. On arrive
modifier une partie de leur génome. Alors, c'est pas le XXXY qu'on modifie, mais c'est une partie qu'on modifie pour que, en fait, le corps de la souris produise, par exemple, naturellement des œstrogènes ou l'inverse. C'est-à-dire que dans le futur, on peut imaginer qu'au lieu de se faire des injections de testostérone pour ressembler à un homme, on pourra génétiquement modifier certains gènes pour qu'on produise soi-même de la testostérone et que donc on ait de la barbe qui pousse naturellement sans devoir s'étaler ou s'injecter quoi que ce soit. Donc, il faut quand même s'inquiéter de tout ça. Et puis, on se dit peut-être qu'un jour, il sera véritablement possible, au niveau génétique, de changer de sexe. Oui, donc le transgenrisme, ce serait une première étape, en fait, vers un homme nouveau. Oui. Le transhumanisme. Tout à fait. Et puis il y a même cet auteur de Sapiens, Yuval Noah, je crois que c'est son nom exact, qui lui-même le dit dans un article du New York Times. Enfin, je veux dire, c'est un grand spécialiste qui est invité partout dans le monde pour parler de transhumanisme. Et lui-même le dit. Il dit oui, bien sûr. Je pense que il dit que la crispation autour du sujet transgenre est en fait parce que les gens pressentent que c'est la première étape vers le transhumanisme. Ce qui nous explique que vous soulevez là quand même un problème d'importance avec votre ouvrage. Est-ce que vous voyez des signaux d'espoir en France, avec notamment le rapport de la sénatrice Eustache-Brinio sur les changements de sexe chez les mineurs, et puis il y a un projet de loi qui a été déposé par Joël Ménin, donc député RN, à l'Assemblée nationale. Pour vous, ça prouve que les choses bougent un peu Ça, moi, quelque part, j'en suis un peu fière que ça arrive là, maintenant, dans notre pays, parce que d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou la Suède, en fait, ont fait transitionner des enfants à tour de bras pendant des années avant d'y mettre un stop. Je trouve que nous, en France, on réagit relativement rapidement par rapport à ces autres pays-là, mais on ne peut pas se contenter juste d'être fier. En fait, il faut que ces projets passent, il faut que ce projet de loi passe. Donc, je rappelle en fait ce que ce projet de loi veut, c'est donc interdire totalement les transitions médicales pour les enfants. Ce qui est autorisé aujourd'hui pour les enfants, c'est donc l'administration de bloqueurs de puberté, l'administration d'hormones croisées, c'est-à-dire testostérone pour les jeunes filles et œstrogènes pour les jeunes garçons. Et enfin, à partir de 16 ans, donc l'ablation des seins. Les opérations dites de réassignation sexuelle sont proposées uniquement aux adultes. Mais on espère que ça passera. On espère que le groupe de La République En Marche, en fait, osera se positionner sur ce sujet qui paraît clivant. J'espère qu'ils auront le courage parce que ce qui se joue, c'est grave en fait et c'est urgent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans nos hôpitaux en France, nous, on considère qu'on est en train de mutiler des enfants. Et on n'a pas exactement les chiffres. En fait, les seules données publiques dont on dispose sont celles de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où donc, ils ont accueilli un peu plus de 200 enfants entre 2012 et 2022. Ils en ont placé 11% sous bloqueur de puberté, 44% sous hormones contraires. Mais à partir de ces chiffres-là, il faut aussi se dire qu'il y a 16, 17, 18 autres unités hospitalières comme ça en France qui accueillent les jeunes personnes de moins de 20 ans. Il faut bien se rendre compte aussi de ce que c'est que ces traitements qu'on donne aux enfants dans notre pays, dans nos hôpitaux français. Les bloqueurs de puberté, quand on donne ça à un enfant dans le cadre d'une transition, c'est dramatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Ces médicaments-là, normalement, sont destinés aux enfants dont la puberté est précoce, des enfants qui ont une puberté avant l'âge de 8 ans. Et donc, normalement, on administre ça à ces enfants sur une durée que de 2 ans maximum. C'est ce que prévoient les ordonnances de ces médicaments-là. Or, dans le cadre d'une transition, aujourd'hui, on donne ça à des enfants sur une durée de 6 ans. Et c'est très grave parce que ça détruit le squelette. Ça empêche le cerveau de se développer et ça fait des enfants qui ressembleront à des eunuques à l'âge adulte. Et peut-être que ça paraît pas réel quand on en parle, mais c'est réellement ce qui se passe dans les hôpitaux français. On décrit aussi dans notre livre les effets ravageurs de la testostérone sur les femmes. On a d'ailleurs on a échangé avec une jeune femme
pour ce livre une jeune femme qui s'appelle Prisha Mosley, qui, elle, a fait le choix de détransitionner, d'arrêter donc sa transition, et qui raconte quand même qu'elle a pris de la testostérone pendant des années et qui, pour elle, en fait, elle dit que l'effet que ça a eu sur son corps, elle le vit comme une mutilation sexuelle. Tellement, voilà, la testostérone, en fait, va déformer vos organes génitaux et c'est irréversible. Donc, voilà, il y a aussi cette question-là des hormones croisées qu'on donne aux enfants. Donc, on espère vraiment que la France va réagir. Oui, c'est un premier espoir. Et puis, il y a quand même un espèce de mouvement mondial aussi, en fait, de retour en arrière sur ce sujet. Enfin, avec, voilà, je le disais tout à l'heure, des pays comme la Suède, le Royaume-Uni, la Finlande, on pense que la France pourrait s'inscrire dans cette vague-là. Il y a aussi un mouvement d'espoir qui est représenté par toutes ces féministes comme nous, qui osent parler à l'étranger, des féministes comme J.K. Rowling, bien sûr, c'est la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Posie Parker, Ellen Joyce, Geneviève Gluck, Posie Parker, j'ai déjà dit, c'est juste qu'elle nous inspire beaucoup, cette femme. Bref, faut aussi considérer que, voilà, nous, on arrive en France avec ce livre comme des lanceuses d'alerte et on espère que ce livre va contribuer justement à ce qu'en France, il se passe quelque chose sur ce sujet. Mais voilà, c'est aussi important de rappeler que ça s'inscrit dans un mouvement mondial de résistance face à cette idéologie, un mouvement mondial où il y a eu des lanceurs et des lanceuses d'alerte, que ce soit dans le milieu féministe, dans le milieu médical aussi, parce qu'il y a certes des médecins qui font des grosses conneries, mais il y en a aussi qui lancent l'alerte et qui disent « Attention, on parle d'expérimentation médicale sur les enfants, il faut arrêter tout de suite. » Voilà, donc pour moi, il y a quand même de l'espoir. Oui, d'autant plus qu'il y a un scandale dans le scandale, c'est que bon nombre de ces enfants, il y a une étude en Écosse, je crois, 75% de ces enfants souffrent d'autres problèmes psychologiques pour lesquels ils ne sont pas traités pendant ce temps-là. Hein. Alors ça, c'est le gros tabou. Oui. C'est très tabou de parler de santé mentale tout court, mais en effet, en fait, selon les différents services, l'occurrence varie un peu, mais on est entre 70 et 85% des jeunes personnes accueillies dans le cadre d'une transition qui souffrent de comorbidités psychiatriques. Donc ça va être beaucoup souffrent de troubles du spectre autistique. Par exemple, à la clinique du genre Tavistock, 30% des petits patients accueillis souffraient d'un trouble du spectre autistique. En Angleterre, donc. Hein. Voilà, contre seuls 2% dans la population générale, seuls 2% des personnes sont atteintes par ce trouble. Donc, la question de l'autisme revient beaucoup. Après, vous avez aussi troubles du comportement alimentaire, beaucoup pour les jeunes femmes, anxiété, dépression, toxicomanie. Et en effet, ça, c'est un gros tabou parce que pour beaucoup de personnes, quand vous parlez de santé mentale et que vous dites qu'en fait, la dysphorie de genre est un trouble psychique qui est souvent accompagné de tout un autre cocktail de troubles psychiques, les gens pensent que c'est une insulte de notre bouche. Mais ça ne l'est pas du tout, c'est une préoccupation. En fait, on se préoccupe pour la santé de ces personnes-là. On est en train de parler d'un problème de santé publique, en fait. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et puis... en France, il y a une baisse des pédopsychiatres énorme. Hein, c'est épinglé, c'est dénoncé par un rapport de la Cour des comptes. Donc, en effet, on pense que dans notre pays, en fait, c'est une grosse problématique et que ce serait bien que les médecins, se préoccupent en fait des autres comorbidités psychiatriques qui peuvent amener à l'autisme. En fait, on explique plus en profondeur dans notre livre comment, par exemple, quand vous êtes une jeune femme autiste, en fait, vous pouvez ressentir un décalage en fait entre votre maturité corporelle et votre maturité émotionnelle, ce qui peut induire une forme de dysphorie de genre, etc. C'est une large question qui mérite d'être prise avec du sérieux, ça. Petite question, j'ai envie de terminer par une question plus personnelle. Vous vous connaissiez avant? Qu'est-ce qui vous a réunis? Est-ce que vous aviez des parcours? Est-ce que vous avez milité ensemble dans des organisations féministes avant? Ça fait 15 ans que vous vous connaissez ou... Non, pas du tout. Ça doit faire 3 ans, ou peut-être un peu plus qu'on se connaît.
On s'est connus dans les milieux féministes, mais on était vraiment chacune dans notre coin. C'est-à-dire que Marguerite est toujours d'ailleurs la créatrice des collages féminicides. Et moi, je militais vraiment... J'animais un compte Instagram sur la sexualité féminine. Donc elle était dans la rue, moi j'étais là plutôt sur Internet. Et en fait, on a commencé à se faire harceler réciproquement au même moment et à vivre exactement les mêmes choses, parce qu'on a naïvement peut-être dit au départ, du moins pour ma part, je ne sais pas pour Marguerite, mais moi j'ai naïvement dit quand on est venu, en fait quand les transgenristes sont arrivés sur mon compte Instagram Tajoui qui parlait de sexualité féminine, ils ont commencé à me demander de parler de pénis de femme et d'inclure les personnes trans dans mon compte, et mon compte parlait d'hétérosexualité féminine. Donc j'ai dit que non, moi j'allais continuer à parler de clitoris, d'utérus, de fausses couches, etc. Mais j'allais pas les inclure, ce qui m'a valu l'étiquette transphobe et des campagnes de haine contre moi. Ils ont réussi à faire annuler tous mes partenariats commerciaux. Enfin bref, j'ai commencé à être très harcelée, très cancelée comme on dit aujourd'hui. Et puis il est arrivé la même chose à Marguerite qui, elle, quand elle a vu son mouvement de collage partir dans les mains des transgenristes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé à coller des slogans une femme trans est une femme, etc., en reprenant son esthétique et son style à elle. Et bien Marguerite a aussi a commencé à parler et à tweeter là-dessus en disant qu'elle n'était pas d'accord avec cette idéologie, que le féminisme ne pouvait pas tomber là-dedans. Et donc elle a subi la même haine, le même harcèlement, et on a commencé à nous qualifier les deux de TERF, ce qui veut dire trans exclusionary radical féministe, sauf que c'est utilisé comme une insulte, c'est comme dire féminazie ou autre. Et par conséquent, il y a un moment où on s'est bien rendu compte qu'on était les deux seules personnes dans le milieu féministe à s'opposer. Et puis, il y a un moment où on s'envoyait un message, quoi. et vous avez œuvré ensemble pour ce livre, donc qui est une enquête que je recommande à nos lecteurs de Boulevard Voltaire. Cette enquête est passionnante, elle aborde absolument tous les aspects financiers, les lobbies, les interdictions, les financements publics, les haines sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes aussi la cible d'une plainte de l'association SOS Homophobie. C'est pas la seule plainte. C'est pas la seule. On a 3 plaintes chacune sur la tête. Je crois que tous les jours, vous recevez des menaces et des interdictions, mais votre livre est numéro 1 aux ventes sur Amazon et sur la Fnac, et bravo pour cela. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas, chers lecteurs de Boulevard Voltaire, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager et à retrouver tous nos articles sur notre site boulevardvoltaire.fr. Merci. Merci.